Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau concept extraordinaire jamais vu sur YouTube, un top 10. Ouais, donc on va parler de mes 10 coups préférés au tennis, vous avez vu le titre, c'est la suite d'un concept qui a été lancé en janvier sur les 10 joueurs préférés de mon existence. Alors là on va se faire plaisir encore plus parce qu'on va pouvoir rentrer en détail sur certains joueurs, voir leur évolution. Alors je ne vais pas non plus vous raconter des cracks, on va se focaliser sur des joueurs parmi lesquels j'ai pu vraiment m'imprégner. Allez, on enchaîne avec le premier joueur. On commence donc avec Rafa et Rafael Nadal. L'évidence aurait été de choisir le coup droit, bien sûr, parce que c'est le coup le plus spectaculaire, c'est l'un des plus grands coups droits de l'histoire du tennis, le plus grand coup droit de l'histoire de la terre battue, un coup avec lequel il crée des différences monumentales en décalage coup droit quand il est en appui ouvert et qu'il a la diagonale pour s'exprimer, il est tout simplement monstrueux, mais j'avais envie d'isoler un autre coup, moi qui me plaît encore plus dans l'arsenal de Rafa, c'est son revers. C'est un revers chez Nadal qu'il a dû vraiment peaufiner, améliorer. C'est, je pense, très symptomatique de l'évolution du Big Three, de leur refus de se faire dépasser par la nouvelle génération. C'est cette évolution permanente, et le revers, il synthétise ça à merveille chez Rafael Nadal. Quand il arrive sur le circuit, son revers, il fait le café, on va dire. C'est pas un revers tonitruant avec lequel il arrive à faire beaucoup de coups gagnants. Et techniquement, par rapport à Roger surtout, dans ces années-là, alors là je parle du milieu des années 2000, il est frustre techniquement. On a un joueur gracieux, esthétiquement impeccable en la personne de Federer, et à contrario, Rafael Nadal, il a l'air un peu d'un gros bourrin, quoi. Si je devais donc retenir l'évolution de Rafael Nadal depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, je dirais qu'elle est symbolisée par ce revers, avec le développement du slice, et surtout de ce revers dans la diagonale, bras tendu, un petit peu comme un coup de golf. Il va chercher beaucoup d'impact, de puissance. Si vous avez déjà écouté ce son quand il frappe la balle en revers à côté de lui, quand vous êtes dans les tribunes par exemple, vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est un coup de fusil le truc, c'est assez impressionnant. On a aussi pas mal de variétés côté revers chez Nadal. On a ce revers en cloche qu'il avait expérimenté en finale de Roland-Garros en 2020 face à Novak Djokovic, en lui disant tiens, c'est à toi de faire le jeu, je te mets des petites balles en cloche, j'apporte de la variété. Pour moi, c'est le symbole de sa réinvention permanente, de son génie absolu, ce qui fait que c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis. Il a su composer avec ses points faibles, les améliorer, boucher les trous, et ça c'est absolument magnifique. Bien sûr, le service de Pistol Pete, la première comme la deuxième balle, qui est considérée comme la meilleure de tous les temps. Je suis plutôt d'accord avec ça, il avait deux premières balles, le tonton, des aces à 190 km/h, qui peuvent frustrer quand tu sais que le gars il est all around, il a une première balle qui est complètement stratosphérique, un jeu à la volée qui est énorme, mais moi c'est surtout le service qui m'a amené à ce joueur, et peut-être même amené au tennis. Je vous pose la question dans les commentaires, d'ailleurs, est-ce que vous avez un coup comme ça qui vous revient à l'esprit et vous vous dites « Ouais, c'est par ce coup-là que j'ai réussi à rentrer dans ce sport ». Pour moi, c'est le service, donc c'est un geste mythique avec le coude, le fameux coude qui se rabat et qui donne cette grande sécurité, cette vitesse et cette technicité dans le service de Pete Sampras. Il y a le service au thé, ça il en parle assez largement dans sa biographie. Et surtout, je trouve que c'est le coup qui synthétise un peu son swagger, c'est son attitude à l'époque, mal alpha, mais en même temps très mutique, silencieux, alors moins que Björn Borg, un peu plus expressif que Borg, mais il y avait de ça, il y avait cette petite touche de classicisme, et en même temps insondable chez Pete Sampras. Bon, ça c'est pépite, ça c'est, putain, Jean-Martin de la Poutre, quoi. Ah, la poutrasse. Ah, les énormes poutrasses, quoi. Un coup inhumain, brutal, irréel, hors de ce monde. Alors, j'essaie de repenser un peu à des coups droits comme ça, fantastiques, de ces 20-25 dernières années. Il y en a eu quelques-uns, bien sûr. Peut-être Fernando González, dans la brutalité absolue. Mais sinon, Jean-Martin de la Poutre, c'était tétanisant, stupéfiant comme coup. Et surtout, l'un de ces rares coups où le temps se suspend quelques instants avant qu'il enclenche sa frappe. On sait qu'il va envoyer de la dynamite, et pendant une fraction de seconde, on est comme tétanisé, en fait, on est happé par le spectacle. C'est ça qui l'amenait Jean-Martin de la Poutre avec ce coup. Quelque chose de très rare, cette impression-là, je trouve. Et surtout, on a un contraste avec Del Potro entre la brutalité absolue de ce coup
et une personnalité qui a l'air d'être toute douce, tout mou, tout gentil, très émotif Del Potro. Donc j'aime bien ce contraste-là, je pense que c'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi aux fans de tennis. Et comme beaucoup de coups, ce coup-là, il y a l'impression visuelle, mais il y a le son, le bruit. Et c'est ça en fait qui est hallucinant. Que ce soit au stade, dans les tribunes, devant sa télé, devant son iPhone, dans son plumard, le bruit du coup droit de Del Potro, peut-être d'ailleurs qu'il y a lésé sa santé. On a parlé dans mon top 10 de mes joueurs préférés du slice de Steffi Graf qui est peut-être ma joueuse préférée. On va parler du slice d'Alexander Dolgopolov, un joueur pour lequel j'ai une véritable tendresse, qui était au début des années 2010, voilà, un petit espoir qui pointait comme ça, et surtout son slice, cette grande technicité, et je trouve que ce coup, avec le service peut-être, mais encore plus que le service quelque part, c'est le symbole de la technicité d'un joueur, de sa main, de sa compréhension, voilà, de son toucher, c'est quelque chose qui casse le rythme, et je trouve qu'on a un peu perdu ça avec le tennis métronomique et stéréotypé des années 2020 et même des années 2010. Le slice, c'est l'expression de la créativité, c'est poser une question à l'adversaire. Parce que maintenant, voilà, on envoie des mythes dans tous les sens, on essaie de faire des coups gagnants sans réfléchir à la Denis Shapovalov, mais le slice, c'est comme si tu engageais la conversation. Tiens, voilà cette balle, cotonneuse, un peu basse, fuyante, qu'est-ce que tu vas en faire? Quelle va être ta proposition? Est-ce que tu vas me contre-attaquer? Est-ce que tu vas me répondre avec un autre slice? J'adore ce coup. Alors là, je vais vous passer quelques images, hein, quelques extraits face à Dimitrov à Wimbledon, et également une espèce de concours de slice avec le sublime, le merveilleux Radek Stepanek. C'est un coup qui est surtout beau à observer, vue basse. Parfois, on a les diffusions télé avec des vues basses, et on voit à quel point ce coup, le slice, il est absolument magnifique. On a des entraînements de Roger Federer également, où on le voit pratiquer ce coup-là. Et Dolgo, c'était un joueur dont j'adorais la technique, un joueur bondissant, et j'ai envie, voilà, de le mentionner spontanément quand je pense à mes coups préférés, à mes joueurs préférés, parce qu'il m'a un petit peu marqué, voilà. J'adore le coup droit de Del Potro, mais le revers de Stanislas Wawrinka, la force brute, inoubliable, la vitalité dans ce coup, l'efficacité aussi, c'est pas simplement de la brutalité, c'est un coup qui est très efficace, qui arrive à tenir tête au revers à deux mains du circuit. Il a fait très très mal à Novak Djokovic lors de quelques-uns de leurs matchs, on se souvient de Roland Garros 2015, là, il y a le triptyque également en Australie qui est totalement iconique. Le plus grand revers à une main de l'histoire, vraiment un coup saisissant, et quelle chance d'avoir assisté à ça, hein, quelle chance d'avoir assisté à l'épiphanie de Stan Wawrinka dans cette carrière, parce que c'est un coup qui méritait le Panthéon, et il a accédé au Panthéon en remportant 3 grands chelems en 4 finales, vraiment un coup terrifiant limite, et surtout quand il est pratiqué long de ligne. Alors il y a ce truc de dire oui, le revers à une main, c'est fini, c'est finito, machin. Oui, c'est dur, hein. Surtout on le voit, hein, les retours de revers à une main, bien les bloquer, subir en fait toute la pression sur un simple poignet sans avoir le support d'une autre main, c'est difficile, et je pense que le tennis va possiblement peu à peu évoluer vers du 80-90% de revers à deux mains sur le circuit. Le revers à une main, c'est un coup qui est un peu désuet, mais bordel, le revers long de ligne à une main de Stan Wawrinka, est-ce que c'est pas l'un des plus beaux trucs qu'on ait jamais vu? Alors là, on arrive sur un kiff. C'est un souvenir d'enfance, le coup droit de Berasategui. C'est un coup, quand j'ai vu ce truc-là, je sais plus quel âge j'avais exactement, j'ai été sidéré tout de suite par cette prise extrême. Et ça m'a fait comprendre un truc, c'est que le tennis, chacun a sa technique en fait. Il y a pas, alors oui, il y a des écoles, il y a l'école australienne, il y a l'école des Balkans, il y a même en fait l'école française, mais chacun l'adapte à sa propre sauce. Le tennis, c'est un sport de sensation, c'est un sport d'appropriation de technique. C'est ça que j'adore dans ce sport, et Berasategui, il m'a fait comprendre ça. On écoute d'ailleurs Patrice Dominguez qui en parle très bien dans ce petit extrait.
Extérieur, regardez la position. Elle ressemble à celle des photos des années 10 ou des années 20, lorsque les joueurs tenaient leur raquette bien verticale. Il y avait un grand champion qui s'appelait Norman Brooks, que Gilles de Kermadec a montré dans ses fabuleuses cassettes de la légende du Grand Chelem. On les voyait à l'époque tenir leur raquette de cette façon. Bon, ça va peut-être être un petit peu définitif, hein, ce que je vais vous dire là, mais je pense que j'aurais pas le même amour du tennis, la même fascination pour ce sport et toutes ses composantes, si je l'avais découvert ces dernières années. Je suis vraiment heureux d'avoir découvert le tennis dans les années 90 parce qu'on avait beaucoup plus de variété. Il y avait beaucoup plus de profils différents, des serveurs volleyeurs, des énormes limeurs, des techniciens, des joueurs plus frustres techniquement, mais qui envoyaient des gigantesques bûches à la Thomas Muster. On avait tous les panels, on avait tous les profils, on avait des Marcelo Rios, on avait des Patrick Rafter, on va en reparler d'ici quelques instants, on avait Agassi, on avait Sampras. Aujourd'hui, alors oui, on a Maxime Cressy, mais... et Hugo Gaston, et il nous reste encore quelques profils, des magiciens. Il y avait Fabrice Santoro aussi, Ian Michael Gambill. Non mais voilà, je trouve qu'on a un petit peu perdu de ça, de cette variété, et j'espère qu'on pourra éventuellement la retrouver un jour, même si j'en doute. Alors mon patou, le vrai, hein, Patrick Rafter. Alors déjà on avait le truc là derrière, sous les yeux, un peu à la Cameron Norrie. Cameron Norrie n'est qu'un vulgaire pastiche de Patrick Rafter, le BG, le surfeur australien qui a été numéro 1 mondial. Et surtout, moi ce que je retiens, c'est son service. Le service de Patou Rafter, extrêmement cambré, un service extrême, douloureux, hein, pour le dos. Il a eu des gros problèmes physiques, hein, d'ailleurs Patrick Rafter. On a eu le poignet, on a eu l'épaule complètement explosée en fin de carrière. Et surtout ce service, et c'est d'ailleurs détaillé dans la biographie de Pete Sampras, c'est un service derrière lequel il devait beaucoup travailler. Oui, c'était un serveur volleyeur, mais il n'avait pas un service qui lui permettait de gratter beaucoup de points gratuits, d'ace. Et d'ailleurs, l'un des match-ups les plus satisfaisants de la fin des années 90, début des années 2000, c'est Agassi, Rafter. Il y a un match à Wimbledon entre les deux, c'est du petit lait, quoi. C'est magnifique cette opposition de style. Alors oui, donc j'ai dit, hein, beaucoup de blessures, et la base d'un style de jeu extrême et kamikaze. C'est un joueur kamikaze, Pat Rafter, qui est mort avec lui, hein. On peut le dire comme ça, parce qu'à partir de 2001-2002, c'est un peu finito, quoi. Alors, on va avoir encore un peu du Team Edman, quelques profils comme ça, mais on sent que c'est la fin, quoi. On sent que le jeu sur la baseline, à la André Agassi, les attaquants de fond de cours, ont beaucoup plus la main mise sur le circuit. Et même en fait, quand on observe la transition après Pete Sampras, c'est un joueur comme Lleyton Hewitt qui tire les marrons du feu. Et Hewitt, hein, c'était très simple, hein, c'était gauche, droite, pouce babal, et le mec ne fait pas de faute. Et puis pour terminer sur Patrick Rafter, Pat Rafter, c'est aussi Virtua Tennis 2, l'un de mes jeux vidéo préférés sur Dreamcast et en arcade. J'en ai claqué des pièces là-dessus. Bon, toute cette vidéo ne servait qu'à une chose, préparer cette petite section sur le coup droit de Prime Roger Federer. Alors, on se masse les tempes, on se met bien, voilà, détendez-vous. L'un des meilleurs transferts de puissance de tous les temps. Alors oui, il y a le coup droit, on a parlé du coup droit de Del Potro, mais le coup droit de Prime Roger entre 2004 et 2007, putain, n'importe quoi. Ancrage au sol, fantastique. Propulsion complètement lunaire, démoniaque. Un peu plus d'amplitude d'ailleurs dans son coup droit lors de son prime. Il a changé son geste à partir de 2008. Alors certains disent c'est pour réussir à lutter face à Rafa sur terre battue, essayer de remporter enfin Roland Garros. Je ne sais pas, on n'a pas l'explication, mais il a changé, hein, sa technique, son approche sur ce coup. Se jeter comme ça à l'impact, une vélocité mais totalement irréelle, hein. Revoyez des coups droits de Roger de cette époque-là. J'en ai vraiment des frissons, c'est tout simplement hallucinant, c'est un des coups les plus merveilleux, c'est peut-être, j'allais dire le meilleur coup droit de l'histoire. À ce moment-là, oui, peut-être. On peut se poser la question. Je vous pose la question dans les commentaires, mais si vous avez vécu ça à l'époque, vous savez que quand il touchait son coup droit, en décalage, en bout de course, n'importe comment, n'importe où, il te sortait un truc de malade mental, et surtout on avait cette variété, quoi. C'était pas simplement un coup de bûcheron, un coup lifté ou un coup frappé à plat. Il le frappait plus à plat à l'époque. Il était capable de tout avec ce coup. Absolument tout, quoi. C'était la pochette surprise et tu la prenais en pleine face.
4 mots pour vous. Nadal, Brown, Wimbledon 2015. Si vous avez vu ce match en direct à l'époque, vous avez vécu l'un des trucs les plus sidérants de la décennie 2010. Le gars, il a joué Nadal comme s'il jouait son petit-fils. Rien à carrer. C'est comme quand Makelele dit sur la Coupe du Monde 2006, Brésil ou pas, Ronaldinho machin chouette, rien à foutre. Il a abordé le match comme ça, Dustin Brown, et on a cette folie pure chez ce joueur que j'adore, que j'apprécie, parce que personne ne joue comme ça, personne n'ose jouer comme ça. C'est quasiment un tennis d'exhibition et d'entraînement. C'est Mansour Baramine, Dustin Brown. Quelque chose d'impraticable, une anomalie. Et surtout, le contraste avec Rafa, qui est un joueur très cadré, très sérieux. On a eu aussi les grands matchs entre Kyrgios et Nadal à Wimbledon. Et j'adore cette opposition, moi, personnellement. Elle est encore plus saisissante et magnifiée entre Brown et Nadal. Alors, on avait tout eu pendant ce match, les volets, les deuxièmes balles à 190 km/h, voire à 210, les hot shots, les twinners. Sur tous les coups, il tentait un truc. Il n'y avait pas de coup d'attente. Jamais. Donc Dustin Brown, obligé de le mentionner parce que c'est un joueur et là il n'y a pas vraiment de coup en précision, c'est le tennis globalement de Brown. Énorme. Quand on observe l'arc global d'une carrière et l'évolution des joueurs, on a Rafa qui vient tout de suite en tête avec cette évolution, le revers on en a parlé. Et on a Novak Djokovic aussi, avec ce coup droit. Il arrive sur le circuit, initialement, il est impeccable en revers. On est beaucoup à dire sur ses premières années que son revers est son meilleur coup. C'est assez évident en fait. Mais le coup droit, pour moi, c'est le coup droit du travail. C'est le coup droit du labeur. C'est un coup droit, on voit les heures de boulot derrière pour le rendre facile, très efficace. C'est un coup joué un petit peu comme une liane, il y a beaucoup d'amplitude. On a un relâchement et une souplesse qui sont désormais le maître mot du service de Novak Djokovic, que j'aurais pu aussi mentionner dans cette fabuleuse évolution chez le joueur serbe. Maintenant, on pourrait presque dire que le revers c'est son coup faible. C'est ça qui est incroyable. Ça te montre à quel point l'évolution elle est stratosphérique. Ça me fait penser aussi à Zinedine Zidane qui est droitier à la base, mais qui trouvait de plus en plus de relâchement avec son pied gauche, et on atteste sa reprise de volée extraordinaire en finale de Ligue des Champions face à Leverkusen. Et donc on a ce coup droit qui produit cet effet lasso, cette amplitude. Il le prend vraiment à bout de raquette. Je vous détaille ici dans ce petit extrait de Tennis Nerd l'évolution matérielle de Novak Djokovic à partir de 2018. Il a modifié sa raquette, elle est plus longue. On a également les bandes de plomb qui ont été réajustées. L'objectif pour Novak, c'était d'avoir plus de puissance de spin. C'est un joueur qui est assez filiforme, qui ne développe pas de puissance naturellement. Et donc, avec cette allonge et ce poil supplémentaire, c'était précisément ce qu'il visait. Vous le voyez, c'est 10 coups, on a un pot pourri de différents coups, on a surtout un maître mot, le travail. Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on arrive à progresser, à s'améliorer en tennis, c'est la répétition, les automatismes, c'est comme les lancers francs au basket, le labeur, la souffrance aussi quelque part, le dépassement de soi, et aussi un coup. C'est une signature chez un joueur, c'est son identité, c'est sa manière par laquelle il arrive à exprimer son art. Parce que le tennis, parfois, est un art. Donnez-moi dans les commentaires votre coup préféré ou vos coups préférés. On continue la conversation et on se retrouve très vite sur la chaîne. Je vous embrasse.